matin, vous avez accès également sur cette chaîne Espace TV, évidemment. Notre invité s'est installé déjà dans ce studio, vous le voyez à l'écran, Dr Marc-Alain Traoré, président du parti de l'Action citoyenne pour le travail, pacte avec nous pour essayer de vous convaincre, hein, si on peut se me dire ainsi. Par le travail. Par le travail. Bien. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Ouais. Très bien. Ça fait quoi de se retrouver candidate à la présidentielle? C'est une grande fierté. Une pression? Républicaine. Ouais. Pour le moment, pas de pression. Vous savez, j'ai l'habitude d'être aux côtés des gens. Ouais. Des gens à la base. Et j'essaie de répondre à leurs préoccupations. Sauf que là, c'est différent. Je travaillais pour ça. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aborde cette autre phase qui est une démarche républicaine. Je suis très fier de l'aborder. Républicaine et responsable. Oui, tout à fait. Ouais. Comprenez-vous aujourd'hui que les femmes s'identifient en vous et que c'est une grosse responsabilité quelque part? Pas seulement les femmes, les jeunes, les personnes Elle ne veut pas désespérées. être la candidate des femmes. Les personnes désespérées, l'ensemble des Guinéens qui vraiment ont envie d'avoir espoir, de regagner un peu plus d'assurance et d'être un peu plus fiers de leur pays. Alors, finalement, et on va commencer peut-être par ça, est-ce que vous ne vous êtes pas levé trop tard? Vous aviez envie quand même de devenir président de la République de Guinée. Vous avez eu 2015, peut-être que vous n'étiez pas encore prête, mais entre 2015 et 2020, il y a eu beaucoup de temps. Vous ne vous êtes pas engagé à temps, vous êtes resté au sein de la société civile. À quel moment et pourquoi vous avez décidé finalement à la dernière minute, à quelques mois de la présidentielle, de vous lancer? Vous savez, c'est pas dans ma nature de me lancer par hasard. On ne va pas au présidentiel en ne s'étant pas préparé sur des années. J'ai posé des actes, j'ai un parcours au sein de notre population. Rassurez-vous, ça fait plus d'1 an que je prépare ça. Et vous le constaterez à travers mon programme de gouvernement qui est un programme travaillé à fond. Et comme j'ai écumé un peu l'ensemble des structures et des milieux sociaux, vous vous rendrez compte que je viens avec un document travaillé pour répondre justement aux besoins et aux préoccupations des populations. Ce n'est pas du tout à la dernière minute qu'un tel engagement se décide. Je l'ai préparé parce que vous ne sortez pas quand les autres sortent. Vous sortez quand vous êtes prêt à sortir. Marc-Alain candidate, forcément, beaucoup se diront que avec Alpha Condé, le divorce est définitivement consommé. Vous avez été directrice de campagne en 2010. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes adversaire à Alpha Condé aux élections. Un petit rappel de l'histoire. Qu'est-ce qui a séparé vos chemins? Qu'est-ce qui vous a divisé pour que vous deveniez aujourd'hui adversaire? Vous savez, nos chemins ne seront jamais séparés. L'histoire nous a réunis à un moment donné. D'ailleurs, à chaque fois que je suis invitée, c'est l'une des premières questions qui m'est posée. Je réponds toujours la même chose. Je suis très fière d'avoir conduit une des campagnes les plus difficiles de notre pays et qui a conduit mon candidat à la magistrature suprême. Ce candidat, je pense, je suis même convaincu que ce candidat a suscité pour plus de 70% de Guinéens de l'espoir, un grand espoir. Donc, porter un tel message, une telle mission, vraiment, c'est même une chance de l'histoire. Maintenant, après cette époque-là, il était important d'avoir un libre arbitre, d'analyser. Parce que vous savez, vous le constaterez d'ailleurs dans mes propos dernièrement, je découvre que le militantisme a fait beaucoup de mal à notre pays et qu'il faut repenser l'engagement politique. Donc, le libre arbitre est très important. Vous soutenez quelqu'un pour un projet. Vous vous rendez compte que la personne se décentre de plus en plus de ce projet-là. Si vous continuez à soutenir, ça veut dire que la citoyenneté vous a quitté et que vous êtes plutôt habité par le militantisme. C'est pas mon cas. Pour moi, la nation passe avant tout. Mais encore une fois, j'ai été fière. Je suis fière d'avoir conduit cette campagne. Et
il disait à quel moment le divorce. Le divorce n'est pas le mot approprié, puisqu'on n'était pas mariés. Non, divorce politique. Mariage au sein politique, au sein du parti. Si vous voulez, après avoir conduit cette campagne, toute la Guinée et le monde entier a été surpris que je n'ai joué aucun rôle auprès du professeur Alpha Condé. À partir de là, nous avons eu un entretien devant témoins. J'ai posé la question parce que vous savez, dans ces cas-là, on a besoin d'être éclairé pour soi-même. Pourquoi cela? Il n'y avait aucun argument. Et je lui ai dit, si nous avons appris quelque chose, docteur. J'ai pas caché. Oui. Et je lui ai dit, à compter d'aujourd'hui, moi je tourne la page, Alpha Condé. C'était exactement le 11 janvier 2011. Donc très rapidement. Et puis je suis passé à autre chose. Parce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans l'appareil gouvernemental, c'est bien cela? Non, c'est pas ça. Vous savez, moi j'ai toujours raisonné en termes de rôle auprès du professeur Alpha Condé. J'ai été ministre avant qu'il soit président. Je connais un peu plus le pays que lui. J'avais voulu être là de temps en temps, je l'ai déjà dit sur vos antennes, pour lui rappeler ce qu'il a promis aux Guinéens, pour lui dire que il a promis que ce pays était un véhicule qui allait rouler sur les 4 roues. Pour lui dire de temps en temps, attention, il y a des roues qui sont crevées. Il faut faire attention. C'est ce que le peuple attend de vous. Vous êtes en train de vous démarquer. Vous dites, ça, c'est important. Oui, docteur. Vous dites, vous nous avez vendu un projet, ou plutôt un produit. Il se retrouve à la tête de la Guinée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous assumez sa gestion? Je ne peux pas assumer la gestion. Pourquoi? Parce que... vous ne serez pas directrice de campagne. Je ne pense pas que vous pouvez être là aujourd'hui. Pendant toute cette période-là, j'ai alerté. J'ai conseillé. J'ai dit ce qui n'allait pas. J'ai exprimé fortement que le professeur Alpha Condé, qui a été un grand opposant, admiré de tous, qu'il devienne un grand président. Et vous savez, moi j'ai mal quand j'entends tout ce qui se dit autour de son 3e mandat, qui en fait enlève le mythe au professeur Alpha Condé. Donc ça, président. Oui. Aujourd'hui, c'est un petit président. Il n'en est pas loin. Deux choses. La première, je m'attendais quand même à ce que Dr Makale Traoré nous dise ce matin qu'elle s'est trompée en ayant vendu au peuple de Guinée un produit qu'on a consommé, qui n'a pas atteint les effets escomptés dans nos différents organismes. Qu'elle puisse dire ce matin, je me suis trompé. Parce qu'en ne le disant pas, je trouve qu'elle est comptable des actes qui sont posés par le chef de l'État aujourd'hui en termes de gouvernance. Pas forcément. Non, elle a idéalisé peut-être le candidat en question, main propre. Et il est venu avec des programmes basés sur 4 roues. Mais ça n'a pas été appliqué sur le terrain. On est parti ailleurs. On a laissé le programme, on a fait autre chose. Quand on fait cela, on dit, celui qui a vendu le produit doit pouvoir dire, ça, je me suis trompé sur le calcul. C'est pas comme ça que les choses auraient dû se passer. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, docteur, c'est que on a appris, c'est ça, vous savez bien, au niveau de, c'est à vous de confirmer ou pas, au niveau du parti au pouvoir, que il se serait passé des choses pas très catholiques durant votre gestion à la tête du directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel en 2010. On parle de sous, on parle d'argent, on parle de gestion. Je peux répondre. Voilà, donc ce sont les deux points sur lesquels j'aimerais quand même vous attendre. Je peux répondre. Allez-y. Vous savez, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de Guinéens en 2010 qui ne croyaient pas que le professeur Alpha Condé aurait réalisé une rupture. Peut-être même vous qui me posez cette question. Je dis bien, j'assume d'avoir conduit cette campagne. J'y ai cru. Moi, j'agis en âme et en conscience. Maintenant, si effectivement pendant les 10 ans je m'étais tue, vous auriez pu me poser cette question. Mais j'ai à chaque fois relevé les choses qui n'allaient pas. Je suis passé plusieurs fois chez vous. Et puis pour votre deuxième question, c'est une question que vous m'avez déjà posée ici. Je vous ai dit, le professeur Alpha Condé est vivant. Il est encore là.
je dis, moi, je n'ai jamais eu de problème d'argent avec le professeur Alpha Condé. Franchement, ça, c'est des questions qui sont derrière. Vous savez, quand quelque chose se passe, les gens cherchent toujours à donner des arguments par-ci, par-là. Mais je dis, il est là, il est vivant. Jamais, encore jamais, il n'y a eu de problème d'argent. On va passer maintenant à autre chose. Ça me ferait plaisir. Oui, on va passer, mais parce que je le suis là pacte. pour parler. Oui, on va parler au projet. On va parler du projet tout à l'heure. Avant le projet, la campagne électorale. J'avais envie d'abord de l'entendre sur voilà les deux questions. La campagne. D'abord le pacte, le niveau d'implantation de cette formation politique, parce que c'est pour la première fois qu'on en entend parler et c'est avec vous. Vous dites que c'est depuis une année que vous vous préparez. On a bien envie de comprendre comment est-ce que ou quel est votre niveau d'implantation à l'intérieur du pays. Et puis le processus électoral, qui est quand même au centre de toutes les polémiques. Il y a le fichier électoral qui fait débat, l'organe de gestion des élections qui ne rassure pas. C'est quoi votre position par rapport à cela? Alors d'abord le pacte. Parti de l'action citoyenne par le travail. Ouais. C'est un parti que nous avons pensé, conçu, pour être un parti citoyen et non un parti de militants. Et j'ai eu déjà à dire publiquement que ce parti ne met pas en place les comités de base, ni les fédérations, ni les sections. Il n'est pas fondé sur le militantisme. Parce que le militantisme nous a montré ses limites avec beaucoup de haine, beaucoup de combats, beaucoup de morts, et que lorsque vous avez essayé une recette et que vous en avez vu, constaté, vécu les conséquences, il est important de repenser. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin plus de citoyens que de militants. Donc c'est un parti qui met en place des équipes dans les carrés, dans les secteurs et dans les quartiers. Des équipes citoyennes carrées, équipes citoyennes secteur, équipes citoyennes quartier, ainsi de suite. En clair, un parti participatif. Un parti participatif. Ok. C'est-à-dire, et là, je peux vous dire que on dirait que les Guinéens eux-mêmes avaient un peu marre de ce militantisme et que le concept a plu. Donc, au moment où je vous parle, le militantisme n'est pas mauvais en soi. Peut-être le fanatisme politique auquel nous assistons. Moi, j'appelle tout ça militantisme. Je pense que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, j'ai pas envie de voir du Guinéen qui perdent la vie pour que je sois au pouvoir. Non. On n'a pas besoin de se tuer pour un individu. On a besoin de se battre pour sa nation. Donc, la notion de nation que j'ai toujours portée en travaillant sur le rassemblement des Guinéens, en travaillant sur le rapprochement au-delà de la politique, de l'ethnie, de la confession et du niveau social. C'est un peu ce que j'ai conceptualisé avec mes amis pour mettre ce parti en place. Et vraiment, la mayonnaise est en train de prendre étonnamment sur l'ensemble du territoire. C'est parce que vous appuyez certainement, toujours sur la première question, sur les femmes, mais sur les réseaux dont vous avez été patronne. Est-ce que, en quittant le monde de la société civile et en étant maintenant dans le monde politique, vous n'avez pas toujours... Vous avez utilisé la COFIG pour, exactement, la COFIG, mais pas seulement. Préparer votre parti. Pas seulement la COFIG. C'est un reproche ou c'est une question? C'est une question, allez-y. Vous savez, quand on entreprend une telle action d'envergure, on s'appuie sur l'existant. Vous construisez l'avenir à partir de ce que vous avez construit jusque-là. C'est vrai que moi, j'ai été en campagne, j'ai écumé la Guinée, j'ai des relations partout, j'ai des structures partout. Il était important, à un moment donné, de passer du plaidoyer à la décision. Bien, mes engagements pour l'inclusion sociale et économique, je parle de votre programme de société, docteur, c'est très important. Vous dites, dès ma prise de fonction, 75% du budget 2021 seront consacrés aux secteurs sociaux, dont 15% à l'éducation, 30% aux mesures d'inclusion sociale, économique, financière, 30% au développement et de nos régions, soit un total de 15
700... C'est 15 000 milliards 750. Bien. Il n'est pas habitué aux chiffres. Non, on a touché... 15 750 milliards. On a touché le nerf de la guerre. Hier, il y a un candidat qui a pataugé Non, mais quand même, dans la le studio. démocratie. Comment vous allez faire, évidemment? Non, ça c'est important. Oui, c'est le mais nerf de la guerre. non, c'est elle qui doit expliquer Mais c'est ce que je dis justement. cet argent. Elle ira le Mais chercher. c'est la question Oui, qui mais je pose. justement, ne faites pas référence à un candidat. On a affaire à une candidate qui est là, donc on parle de son programme. Où est-ce que vous irez chercher cet argent? Oui. D'abord, je voudrais dire que la mine, c'est pas un projet de société, Oui. c'est un programme de gouvernance. Il y a une différence entre les deux. Un projet de société, c'est des professions de foi. Je vais faire ceci, je vais Oui, faire docteur, cela. oui. Un programme Oui. de gouvernance, justement, est chiffré. Ouais. Et on s'engage sur des questions absolument précises. Vous avez évoqué un des piliers extrêmement importants pour moi, Ouais. sur lequel je bâtis le programme présidentiel pour les 5 années de ma gouvernance. Ouais. Pourquoi? Parce que ce pays connaît beaucoup d'injustices et que je pense, avant d'avancer, il y a des corrections à faire. Mhm. Et donc, vous dites le budget. Notre budget aujourd'hui est de un peu plus de 21 000 milliards. C'est la répartition de ce budget qui pose problème. Mhm. Moi, je mets en priorité les secteurs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on observe la vie du Guinéen, on a besoin de penser aux jeunes, à leur emploi. On a besoin de booster l'entrepreneuriat des jeunes au-delà du saupoudrage. On a besoin de réformer notre éducation. Ouais. Il y va de l'avenir de ce pays si on veut effectivement enclencher un développement durable. Donc pour moi, 75% du budget mis sur ce que j'appelle un programme d'inclusion sociale, économique et financière est absolument important. Non, on a envie de savoir dans les détails, parce que nous avons déjà l'inclusion économique et sociale qui est appliquée par la gouvernance actuelle. C'est le partage des richesses, on envoie de l'argent aux citoyens considérés comme les plus pauvres de notre pays, et puis des téléphones portables. Votre inclusion sociale et économique se fera comment? Les 30% du budget, comment est-ce que vous répartissez ça? 75% du budget. Ouais, vous dites 30% aux mesures d'inclusion sociale. Absolument. Oui. Donc voilà, vous allez voir que le premier point qui est important pour moi et qui aujourd'hui, je pense, est la préoccupation de tout le monde, c'est les jeunes. Ouais. Vous ne pouvez pas concevoir un développement durable dans un pays en laissant sur le bas-côté plus de 70% de la population. Donc il est question de mettre en place une fonction publique locale. C'est un concept sur lequel je travaille depuis des années et sur lequel je fais des communications dans les pays à l'étranger et qui est appliqué et qui marche bien. Ça consiste en quoi? Que les communes, les sous-préfectures, les districts identifient les postes de travail. Parfois, ce ne sont pas des postes simplement réservés aux gens hautement qualifiés. Oui. Mais ces structures n'ont pas les moyens de prendre en charge. C'est pour ça qu'il n'y a pas de création d'emplois. Donc la fonction publique locale est fondée sur l'identification des postes de travail à la base et pris en charge par l'État. Pour expliquer simplement. C'est-à-dire que si vous prenez dans une commune, vous avez des familles, par exemple, où les deux parents ne sont pas instruits. Vous identifiez ces familles. Vous prenez des étudiants diplômés sans emploi. Vous en faites des répétiteurs familiaux. Je cite juste un exemple. Oui. Des répétiteurs familiaux. Vous réglez deux problèmes. L'accompagnement des petits-enfants et un emploi créé. Mais si la commune veut lancer un programme comme ça, il n'en a pas les moyens. C'est à l'État, en collaboration avec la commune, qu'un tel projet peut être appliqué. Donc, deuxième élément. plus de pouvoir Et aux je communes. mets dessus, oui, Ouais. oui, je crois à la décentralisation, mais la vraie, Ouais. avec les moyens. Ouais. Mais Le deuxième élément, c'est la création d'entreprises par les jeunes. ouais. Nous sommes en train de passer à côté de pas mal de talents, de compétences, d'innovation. Il faut, vous savez, le budget est arbitraire, hein. La répartition du budget est arbitraire.
Un autre viendra, il mettra 5% sur cet élément-là. Moi, je mets plus dessus. Je mets 6300 milliards sur ce programme pour accompagner la création d'entreprises par les jeunes. Alors, je comprends pas. Non, je comprends pas parce que non mais attendez Moussa, c'est qu'elle est en train de développer. On parle du fonds emploi jeunes communes et communautaires. Absolument. Et vous dites, vous allez doter de combien de milliards? Vous avez dit 3000. 3000. Oui. Là, c'est 1800 milliards qui est noté là. Et vous dites que par rapport à ça, vous allez créer 100 000 emplois. Oui. Moi, je suis un peu dubitatif ce matin parce que si déjà ça commence à patauger, là il y a un souci. Non. C'est vous qui l'avez dit. Non, ça ne. Je n'invente rien, docteur. Non, ça ne peut pas. C'est écrit noir sur blanc ici. Non, le projet Oui. de création d'emplois, Oui. c'est 3000 milliards. Le projet. Attendez. Le projet de création d'entreprises, c'est 3000 milliards pour accompagner les jeunes. Les 1800 milliards, ça c'est pour les emplois communautaires et communaux. Voilà. Vous avez le premier projet. L'autre c'est plus général. Voilà. Et l'autre est centré sur les communes. Voilà, les 1800 sortent des 3 milliards. Non. Les grandes gueules. Il y a 3000 milliards pour la création des entreprises par les jeunes. Et vous avez 1800 milliards qui va être mis dans la fonction publique locale. Il va falloir que vous expliquiez un peu, parce que rien que sur cette question, moi je retrouve là que vous avez voulu créer, ou vous voulez créer peut-être 3 caisses. Ouais. Je ne sais pas si je comprends très bien. Effectivement. Création d'une caisse nationale pour l'égalité. Ouais. Le fonds d'emploi jeunes communaux et communautaires. Un fonds prioritaire entrepreneur jeune. Non. C'est quoi la différence de tous ces fonds? On va mettre en place une caisse pour l'égalité des chances. C'est une structure qui va gérer l'ensemble de ces programmes et ces fonds qu'on va mettre à la disposition de cette caisse et qui va travailler à exécuter ces programmes et ces fonds. Il y a plusieurs fonds qui entrent en ligne de compte dans cette caisse d'égalité des chances. Vous partez des emplois communaux et communautaires, vous arrivez à la création d'entreprises par les jeunes, vous avez l'allocation de sécurité familiale et éducative, ainsi de suite. Tout ça rentre dans l'inclusion économique, sociale et financière, mais dans la caisse pour l'égalité des chances. Tout ça, vous avez dans l'inclusion économique, vous avez trois chapitres. Le premier chapitre, c'est la caisse pour l'égalité de chances, là où sont placés les fonds et les programmes. Vous avez ensuite le développement équilibré des régions et vous avez l'éducation, la réforme de l'éducation. C'est les 3 éléments qui constituent l'inclusion sociale, économique et financière. Au point 3, madame, au niveau de l'allocation de sécurité familiale, il y a un point qui m'interpelle. Un point qui m'interpelle, je l'ai souligné en jaune. Les femmes au foyer défavorisées seront désormais considérées comme des employés de maison et leurs travaux ménagers considérés comme un emploi domestique. Elles sont environ 250 000 et recevront une allocation de 1 million par mois et par famille. Oui. Là, ça m'a fait quand même sourire quand j'ai lu cette partie. Les grandes gueules. Expliquez-nous comment nos mamans, comment nos soeurs qui sont à la maison, pour les travaux domestiques qui sont effectués, ben, comment elles vont être payées comme si c'était des travaux d'intérêt public des fonctionnaires. 1 million de francs. Comment ça va se passer? Je ne comprends pas. On dirait que c'est le paradis que vous nous promettez. C'est-à-dire, mais toi, Moussa, ta femme travaille plus que toi. Oui. Tu viens à l'antenne, tu fais tes émissions, et puis la femme se lève avant toi et se couche certainement après toi. Et pendant la journée, elle accomplit moult tâches. Et moi, je vois le poids des travaux ménagers. Donc la caisse d'allocation familiale, en fait. S'il vous plaît. C'est un peu ça, docteur. S'il vous plaît, les hommes ont toujours... Vous savez, ça fait des années que je dénonce le fait... Ça fait des années que je dénonce le fait de ne pas considérer les travaux ménagers, le poids des travaux ménagers sur les femmes, de ne pas le considérer comme un travail. Vous avez tendance à penser que ce n'est pas du travail. Mais le faire le linge, le repassage, garder les enfants, aller au marché, et mieux aller vendre au marché. Mais pourquoi l'État doit payer? Justement. Pourquoi l'État doit payer? Parce que le budget... Les grandes gueules. Et qu'un budget, tout le monde doit
pouvoir en bénéficier pour qu'il y ait moins d'injustice sociale. Ça, je le ferai parce que moi, je sais ce que ça représente pour les femmes. Les travaux domestiques représentent une injustice sociale. Mais bien sûr, vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand vous prenez une femme qui est obligée de sortir à 4 heures du matin et qui laisse les enfants à la maison, vous connaissez aujourd'hui le problème épineux des viols de petites filles. Vous pensez qu'on viole les petites filles quand les mamans sont là? Non, c'est quand elles ne sont pas là. Mais elles sont obligées de sortir le matin. Vous n'êtes pas la candidate des femmes. Vous n'êtes pas la candidate des femmes. Oui, mais on a commencé par les jeunes. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure qu'il y a les retraités. On verra tout à l'heure qu'il y a le SMIC. On verra tout à l'heure qu'il y a les bourses. Mais sur les femmes. Parlons justement des retraités. Non, sur les femmes d'abord. Non, mais sur les femmes. Antoine, il faut permettre. Elle n'est pas la candidate des femmes. Oui, elle n'est pas la candidate des femmes, mais sur cette question, on a vraiment envie de savoir. Ce sont des femmes qui appartiennent à des familles. Et vous avez déjà la charge des maris peut-être qui sont fonctionnaires d'État, que vous prenez en charge ceux qui ne sont pas fonctionnaires d'État. De toutes les façons, parce que pour les fonctionnaires d'État, pour être précis là-dessus, je crois que dans les salaires que vous donnez, vous prenez en compte ces femmes. Vous n'avez pas, les pieds sur terre. En Guinée, les fonctionnaires, c'est entre 115 000 et 120 000. Le nombre, oui. Le nombre. Oui. C'est très peu. Vous avez énormément de pères de famille qui ne travaillent pas et qui sont soutenus par leurs femmes, qui sortent le matin, qui vont au marché, et si qui vendent et qui reviennent le soir faire la cuisine et repréparer la journée du lendemain. Et là, ça, c'est du travail. Vous parlez des femmes urbaines, mais les femmes rurales, qui sont avec leurs maris paysans. Les maris paysans travaillent, mais ils ne sont pas fonctionnaires d'État, vous ne les payez pas. Vous prenez quand même à charge leurs épouses. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez les corvées auxquelles sont dédiées les femmes? Moi, cette mesure-là, je ne l'ai pas prise par hasard. C'est un engagement que j'ai pris. Et en tant que président de la République, je l'appliquerai. Je l'appliquerai. Ça peut ne pas plaire, mais moi je sais ce que les femmes vivent. Alors, mais que faites-vous des vrais gens, docteur? Mais c'est eux, c'est elles les vrais gens. Oui, mais elle n'a pas compris. Elle a défini un nombre 250 000. Oui. J'aimerais d'abord savoir sur la base de quelle approche vous êtes parvenu à ce nombre 250 000. En prenant en compte toutes les femmes. Que s'agisse des zones urbaines ou rurales. Les grandes gueules. C'est-à-dire, on va commencer par ça. Vous savez, je pars avec le budget que j'ai. Certainement arrivé, parce que vous savez que notre budget est un budget qui est présenté, mais qui n'est pas toujours réel. Parce que là-dedans, vous n'avez ni la pêche, ni les mines, ni le bâti public, ni la téléphonie. Les sources de revenus. Les sources de revenus. Donc, certainement, je n'ai pas ces informations-là. Je ne peux pas bâtir un programme là-dessus. Je bâtis un programme sur le budget actuel de la Guinée. Et il y a 2 ans, moi j'ai participé ici au Diafin. Diafin, c'était le grand atelier international sur l'inclusion financière. Et mes chiffres viennent de là. 250 000 familles. Ça ne couvre pas toutes les familles pauvres, mais 250 000 familles, c'est vraiment les plus pauvres en Guinée. Et c'est ce que j'ai pris et j'ai bâti. Donnez le plan, s'il te plaît, Antoine. Donnez le plan, s'il te plaît. Parce qu'on nous dit souvent que lorsque le politique n'arrive pas à résoudre un problème, au lieu de changer la donne, il change les mots. Et quand on regarde un tout petit peu le programme, parce que nous sommes au niveau du chapitre 1 de votre programme, on se rend bien compte que la femme bénéficie de 3 grands axes. Parce que l'allocation de sécurité familiale et éducative, la femme fait partie. Vous avez le fonds de garantie pour l'autonomisation des femmes et filles, que vous avez abrégé FONGAF. Vous avez la santé. Vous avez également la santé. Donc, les femmes sont au cœur. Mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas en train de calquer sur ce qui existe déjà, qui est déroulé par le Premier ministre Kassori et son gouvernement, parce qu'on parle de certains projets quand même liés à l'inclusion sociale et économique. Par exemple, je prends juste le cas. Oui, je prends juste le cas de la sécurité sanitaire des femmes. Sanitaire, non, mais il y a aussi un fonds que vous allez créer, voilà, la création d'un fonds de développement des régions. Ça, par exemple, ça me fait penser au FODEL.
au fonds de développement local. Et au niveau Les de... grandes gueules. C'est pas la seule ressemblance. Au niveau du fonds que vous allez allouer aux femmes également, pour la sécurité, pour l'autonomisation des femmes et filles, ça me fait penser aux projets qui tiennent très très cher au chef de l'État, qu'on appelle les MIFA. Voilà. Donc, madame, quelle est la différence entre ça et ce qui est déjà servi? Je pars de mon expérience. Moi, j'ai mis en place un fonds qui n'est pas politique. Un fonds d'appui à la valorisation du travail des femmes. J'en avais entendu parler avec une banque de la place et qui a permis l'autonomisation de plus de 8000 femmes. Ce projet-là est une réussite parce que ce projet a permis de donner des prêts à des vendeuses de piments, à des vendeuses à des femmes qui font du maraîcher, des petites dames qui n'ont jamais accès au financement et qui ne peuvent apporter ni garantie ni apport. Ce concept-là, je l'élargis en ayant les moyens du budget. Vous savez, c'est vrai qu'il y a les MIFA. De toute façon, moi, je capitaliserai tout ce qui existe. Mais je vais améliorer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui jette le bébé avec l'eau du bain. Non. Mais je veux simplement qu'on sorte du tout politique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, lorsque vous appartenez à une certaine catégorie politique, vous avez accès à tout ce qui est prévu plus facilement. Moi, je pense que je prends la femme en tant que telle. Je prends le Guinéen en tant que tel. Au-delà de toutes ces considérations. Et c'est peut-être là la différence. Aussi le volume. Les femmes, pour accéder, les femmes ont des difficultés pour accéder aux prêts. C'est très difficile pour elles. Parfois, elles ont besoin de 5 millions, 10 millions, pas plus. Mais comment construire un dossier pour avoir ça? Donc, par rapport à votre question, soyez rassurés. Ce qui existe, je ne le jetterai pas. Mais je vais l'améliorer parce que je connais mieux le terrain et je connais mieux les besoins. Absolument. Sur la question des régions. Sur la question des régions. Oui. Il y a un réel déséquilibre entre nos régions. Et cela alimente l'exode. Cela, vous savez, quand vous avez aujourd'hui envie de bien manger, il faut venir à Conakry. Ah oui, quand vous avez envie de bien vous soigner, il faut venir à Conakry. Il est important qu'on investisse sur des pôles de développement de régions, au-delà du discours. C'est pour ça que je vous parle d'engagement. Il s'agit là de 30% du budget qui va être alloué au développement en tenant compte de la spécificité des régions. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Et si vous investissez dans une région 1000 milliards par an, ça se voit. Ça se voit. Vous avez 6300 milliards par an sur les régions, avec 1000 sur Kabak, qui est vraiment un problème aujourd'hui, parce que c'est un de nos greniers. Kabak Kakosa. Kabak Kakosa. Et vous avez également des quartiers de Conakry qui posent problème. D'accord. J'ai envie qu'on évolue un peu, madame. Sur les régions. Vous savez qu'il y a un très grand déséquilibre lié là aussi à la politique. Vous avez des régions qui n'ont pas grand-chose et vous en avez qui sont mieux dotés. Il faut que les Guinéens acceptent l'idée que la Guinée est une et indivisible. Quand vous faites un hôpital régional dans la région de Zérekoré, il faut en faire autant dans la région de Cancan, etc., etc. Ça, c'est important. Bien, allez-y Antoine, dernière question. Ce programme, j'espère qu'on aura le temps de l'éplucher dans une autre émission. L'autre aspect, c'est le chapitre 2 de votre programme, la nouvelle gouvernance. Je prends le point 1, vous dites que vous allez appliquer effectivement, on est l'application effective de l'obligation de déclaration du patrimoine des membres du gouvernement, des directeurs généraux, des entreprises, des établissements publics et de toutes les régies financières de l'État, réaliser un audit des comptes de l'État et des politiques publiques suivi d'un débat. Bon, vous savez, ça c'est très important. Je pense que quand on gère les biens de l'État, il est important d'être redevable et rendre les comptes. Et quand vous venez en tant que président de la République, si vous donnez l'exemple, les autres vous suivent. Moi, présidente,
je déclarerai mes biens. Et au sorti, je les déclarerai. Alpha l'a fait. Je dis que moi, présidente, je déclare Les grandes gueules. et toutes les personnes qui seront appelées à gérer vraiment les régies de l'État, les hauts commis de l'État, il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à l'entrée. Vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce pays. Vous le savez mieux que moi. Vous savez que au moins 30% du budget ne va pas là où il doit aller. Les grandes gueules. Il faut que ça change. Il faut qu'on ait une autre gouvernance. Bien. Docteur Makale Traoré, président du parti de l'Action citoyenne par le travail. Par le travail. Avec nous. Oui. C'est moi qui s'est gouré, en fait. Docteur, c'est par rapport, je crois, à la promotion de la démocratie. Oui. Et là, vous prenez comme engagement d'abord l'application, le respect et l'application de la Constitution de 2010, premier élément. Et est-ce que cela voudrait dire que lorsque vous êtes élu, vous vous conformez aux 5 années et non 6 années proposées par la nouvelle Constitution? Et puis, comment vous faites pour remettre au goût du jour une Constitution qui a quand même été abrogée? Bon, c'est un engagement que je prends devant les Guinéens. La Constitution qui nous gouverne est arrivée dans des conditions catastrophiques. Ouais. Moralement, c'est difficile à porter. On a eu beaucoup de morts. Je suis convaincu que pour la cohésion sociale et la paix, il faut revenir à cette constitution-là. De 2010? De 2010. Ouais. C'est pour ça que tout mon programme est bâti sur 5 ans. Ouais. Je m'engage à gouverner 5 ans par respect pour la mémoire des morts. Ouais. Parce que c'est arrivé d'une façon que tout Guinéen qui aime son pays a eu le cœur serré. Vous ne serez pas Patrice Talon, Macky Sall, qui ont fait des promesses comme ça, qui n'ont pas été respectées. Non. Oui, Macky avait dit je ramène le mandat à 5 ans dès le premier mandat, ce qui n'a pas été fait. Non, moi, Les grandes gueules. Et je pense que tous ceux qui me connaissent savent que quand je ne peux pas faire, je ne m'engage pas. Voilà, dernière question. Ça sera 5 ans, pas plus, Voilà. et je mettrai les moyens pour que on revienne à cette constitution-là. Sur Quitte à la revoir, oui, à l'adapter, mais en maintenant vraiment ça veut l'intangibilité dire qui est le clou. elle prévoit déjà un référendum, elle aussi, n'est-ce pas? Non. Ah, non, mais non, bon, non, j'ai pas dit ça. Alors, J'ai pas dit ça. On a que 5 minutes. J'ai pas dit ça. Voilà. Docteur, deux choses. Oui.